Are the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we went when we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we went when we remember Zion. 'Cause the wicked carried us away, captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? And the wicked carried us away, captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Alors finalement, il y en a combien de voûtes à Neuvy? Il y en a 17. On appelle les 13 voûtes, mais il y a eu encore des voûtes, 4 voûtes qui ont été reconstruites pour consolider. En fait, les voûtes ont été construites afin d'éviter l'éboulement de l'ancien cimetière qui se situait juste au-dessus et juste à côté de l'église. Donc avant c'était un tas de terre. Un tas de terre, et en fait ça a été construit en 1860 par l'architecte Barral. Le but premier, c'était d'éviter les éboulements de terre suite aux orages. Ouais. Il fallait éviter de recevoir une tombe en bas de la rue quand même. Voilà. Et surtout, l'histoire aussi au niveau de ces voûtes. Elles servaient avant, les arcades des voûtes étaient closes. Et elle servait aussi jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale de cachot pour les agitateurs du village. Ouais, 4 mètres de large, 2,50 m de haut, c'est des voûtes qui sont importantes. C'est énorme. Le monde n'est pas si immense que ça, affirmai-je. Il fut un temps où il l'était peut-être, mais désormais tout a changé. J'ai lu dans un livre que 80 jours suffisent pour faire le tour complet du monde. Tout le monde s'esclaffa. Impossible. Moi, j'y parviendrai, affirmai-je. Je parie 20 000 livres que j'y parviendrai. Mais à présent, messieurs, allez, terminons notre partie. Le train pour Douvres part ce soir à 8h45 et c'est bien celui que je prendrai. Personne n'eut le courage de renoncer à ce défi. Tous prirent part à Paris. Le tour du monde en 80 jours, n'était-ce pas une chose inouïe ? Juste avant 8h, j'avisai Passepartout, mon majordome, de préparer les bagages avec l'indispensable pour partir. 2 chemises et 3 paires de chaussettes, le reste, on l'achèterait durant le voyage. Vite, lui dis-je, dans 10 minutes, on doit être à la gare. Sur le coup de 8h, tout était prêt. J'enfilai une grosse caisse de billets de banque dans le sac pour toutes les dépenses courantes. Ensuite, je fermai la porte et nous montâmes, Passepartout et moi, en voiture pour rejoindre aussitôt la gare de Charing Cross où je retrouvai mes amis du Reform Club venus pour me saluer. Alors on a une superficie importante, la forêt qui borde le village. Presque 750 hectares, oui. Ça fait partie Ça fait partie entièrement du village. Du village. On a la chance également d'avoir un canal. On a un canal et une voie ferrée. Donc
Tout va bien pour le transport. Alors, on a tout ce qu'il faut. Alors, en parlant de lignes de chemin de fer, en faisant des recherches, c'est vrai que en 1900, on comptait à peu près 76 trains par jour, 22 trains de voyageurs, 21 express et 33 trains de marchandises. De nos jours, qu'est-ce qui passe encore sur la Alors, commune ? il passe 2 trains le matin dans chaque sens, 2 trains le midi et 2 trains le soir. Actuellement, mais bon, si on part le matin, il faut revenir le soir pratiquement. C'est pas des plus pratiques. Mais enfin, c'est quand même un plus par rapport, puisqu'il y a une gare, ça permet quand même de l'utiliser et elle est quand même utilisée de temps en temps. Il y a encore des voyageurs qui la prennent. Bon, ils sont peu nombreux, mais si les arrêts existent, c'est que la SNCF. Autrement, ce serait supprimé. Autrement, oui. Alors, il y a beaucoup d'habitants du village qui nous disent que dans le temps, on voyait les vélos qui étaient mis sur le côté et les gens venaient du village ou autour. Oui, autour. Et donc, ils prenaient le train là. De Bazuel, de Catillon, même de Roger de Beaulieu, Mazinguien, les gens venaient en vélo. Et il y avait énormément, enfin moi je me souviens, étant gamin, on a encore des cartes postales, où il y avait 2 estaminets près de la gare, et des quantités de vélos qui s'appuyaient sur les murs et qui attendaient le retour de leur propriétaire le soir. D'accord. Nous avons eu la possibilité, à travers des ventes aux enchères, qui ont été, mises en avant et puis proposées par M. Irlande, qui est un historien, quelqu'un qui est très 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 pointu sur tous des objets de ce type-là et appartenu à un enfant du pays. Donc pour rendre hommage au maréchal, pour également garder une partie de notre histoire, puisqu'il fait partie de notre histoire, même s'il n'a pas été fabriqué à Le Cateau, mais il a appartenu donc à Mortier, Édouard Mortier, et donc nous en avons fait l'acquisition après l'accord du conseil municipal. Et voilà, donc on voulait vous présenter cet objet. C'est un fusil de chasse qui a appartenu donc à Mortier, avec des spécificités bien particulières. C'est un objet de grande valeur. Et puis M. Irlande nous a surtout aidé, nous a aiguillé pour que justement on puisse faire l'acquisition à un prix raisonnable pour la ville du Cateau d'un objet qui fait partie maintenant de notre patrimoine. Donc M. Irlande est un fervent amateur et très, très pointu au niveau d'objets de collection, surtout de ce style-là et puis de cette envergure-là. Donc je vais lui laisser la parole pour que lui explique un petit peu la genèse de ce fusil, pourquoi et comment il fonctionne, parce que c'est un fonctionnement un peu particulier. Bon, les amateurs d'armes anciennes, je pense, vont s'y retrouver, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des petites choses très, très singulières par rapport à la mise à feu de ce fusil à travers un morceau de silex qui, en percutant un objet métallique, ou tout du moins une petite plaque mécanique, va mettre le feu à la poudre, qui elle-même va s'enflammer et expulser la balle qui se trouve dans les canons. Monsieur Irlande, je vous laisse la parole pour aller un peu plus loin dans l'explication de notre fusil. En fait, c'est très simple pour moi. C'était au mois de mars. Je reçois un coup de fil d'un ami expert de longue date, monsieur Jean-Claude D. Il me téléphone. Il me dit, Jean-Marie, tu vas bien? J'ai quelque chose pour toi. Tu es toujours intéressé par le maréchal Mortier? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je fais une vente Empire très importante. Ça va se passer à Fontainebleau. Et on nous a confié beaucoup de choses sur le Premier Empire, et notamment le fusil de chasse qui a appartenu au maréchal Mortier. C'est une pièce fantastique, en parfait état, qui a été réalisée par un arquebusier allemand qui travaillait pour l'Allemagne
et la famille impériale d'Autriche. C'est un superbe fusil, canon en table, c'est-à-dire 2 canons juste à poser, incrusté sur toute sa longueur, finement ciselé et incrusté de fils d'argent. Il y a le nom de l'arquebusier, Goldberg, et Enfengingen du côté de Stuttgart, dans le Bad-Württemberg. Le bois, la crosse est finement sculpté en rond de bosse, c'est-à-dire que pour faire apparaître les motifs, il faut dégager le bois, dégager tout le bois pour faire apparaître les motifs. Il est à double platine à silex. À l'époque, les armes fonctionnaient avec du silex, de la poudre noire. Tout fonctionne parfaitement bien. Toutes les pièces sont d'époque. Les silex, probablement pas. Mais la platine, le système de mise à feu, double, d'époque, monté à roulette. Ce qui est très rare, c'était le signe des armes de luxe, de grand luxe. Et je pense que pour le maréchal Mortier, il fallait que ce soit une arme de premier plan, de haut niveau, de grande intensité. Le 15 juillet 1625, Daniel Gaudin partage cette zone entre Beauvois, Estourmel et Wallincourt. Signe vraiment que l'intercommunalité était déjà existante sur ce point d'histoire. Des épidémies, des guerres qui ont eu lieu ici sur Beauvois, la barbarie, pillage, famine, une épidémie de peste de 1515 à 1521. Ce qui a occasionné aussi un autre bâtiment que nous allons voir juste après, qui est en face de la mairie, qui s'appelle la chapelle Sainte-Anne, en 1844. Alors pourquoi la chapelle Sainte-Anne? Parce qu'en fait cette patronne a été choisie par les habitants de Beauvois lorsque l'épidémie de 1515 a vraiment fait des ravages sur la commune. Ils ont donc décidé que Sainte-Anne serait la patronne de Beauvois. Le bâtiment, la chapelle, a été restauré en 1911, puisque vous vous doutez bien, après les épidémies, après les guerres, il y a eu aussi nécessité de restaurer ces bâtiments. Nous sommes positionnés dans le canton de Caudry, l'arrondissement de Cambrai, à peu près 2000 habitants, ce qui nous place, je pense, 6 ou 7e dans la communauté d'agglo des 46 communes. 352 hectares de superficie. Alors Beauvois s'est vraiment développé finalement grâce à... il y a eu une gare qui était placée au niveau du stade, du terrain de football. Et d'ailleurs le terrain s'appelle le stade de la gare.
La nationale, qui s'appelle maintenant la RD 643, que tout le monde connaît, l'axe privilégié, le Cateau-Cambrai, qui traverse la commune, une belle vitrine. Et puis, derrière, un développement économique et surtout industriel, qui a amené une émancipation de la commune dans les années 1900. En 1851, le château, avec M. Vogel, alors le château qui n'existe plus, qui est l'empreinte laissée devant la fabrique. En 1854, la fabrique, qui était des magasins, avec M. Michaud. Et en 1861, une usine, donc l'usine Sédou-Michaud, qui comportait plus de 300 ateliers, 300 métiers. Il y avait un familistère, il y avait une maison du peuple, et malheureusement la fermeture en 1964. De la reconversion avec du textile et aussi un peu d'imprimerie. Aujourd'hui, je vais vous parler du cimetière international du Cateau. En franchissant la grille, on est d'emblée surpris par la disparité des lieux. Les carrés de gazon vert et réguliers, les fleurs soigneusement entretenues, sous lesquelles reposent des Britanniques, tranchent avec le cadre naturel du côté allemand, où les soldats reposent à l'ombre de grands arbres, dans un environnement proche de celui dans lequel ils ont combattu. Pour comprendre pourquoi un cimetière militaire a été installé au Cateau, il faut en premier lieu se référer au cimetière militaire allemand d'Avesnes-sur-Helpe. Après avoir envahi la Belgique, les Allemands entrent en France et arrivent à Avesnes le 26 août 1914 et le quitteront les 5 et 6 novembre 1918. Le 25 août 1914, des soldats français battant en retraite arrivent en provenance de Fellery, passent par le lieu-dit La Ronflette, se dirigent vers Le Flaumont, puis Avesnes. Les Allemands suivent. Ils arrivent à Semmery le 26 août 1914. Entre Zoré et Cantraine, un accrochage a lieu le même jour entre un escadron d'avant-garde appartenant à un régiment de cuirassiers allemands, provenant de Saint-du-Nord,
et un escadron d'arrière-garde du 10e régiment de hussards chargé de couvrir les retraites des divisions d'infanterie composant la 5e armée française, qui se replie d'Avesnes à Lenouvion. Après l'accrochage, on dénombre 45 morts chez les Français et 16 parmi les Allemands. Les hussards français se retirent à Étrun, puis quittent la région en direction de l'Aisne. Les hussards français étaient équipés de sabres et les Allemands de lances. La technique des hussards français était, à l'aide de leurs sabres, d'écarter la pointe de la lance par un coup de plat de sabre et de le laisser glisser celui-ci le long de la lance. La vitesse d'approche des chevaux au galop, en sens inverse, faisait le reste, c'est-à-dire que le Hulan, tenant la lance, avait les poignets brisés. Au plus fort de l'activité, bon, disons il y a 50, 60, voire peut-être même un siècle, il y avait combien d'ouvriers environ? Les 3 postes compris. Entre 600 et 700 personnes. C'est considérable, hein, quand on dit que c'était un grand fleuron cartésien, il n'y avait pas beaucoup trop d'équivalence de ce genre d'usine, à part les Sédou chez Chappé, puis peut-être au Baccarat, ou truc comme ça. Mais enfin, à voir ce que c'est devenu aujourd'hui, ça peut faire la larme à l'œil. C'est vrai. Voilà. Ah, le côté, malgré qu'on soit employé, ouvrier, ça fait un petit pincement au cœur si, c'est vrai. De voir ce que c'est devenu. Donc on va commenter un petit peu ensemble les images qui vont défiler et puis que tu essaieras de te rappeler les endroits où tu as œuvré, quoi. Nous voici de ce qui reste encore de l'entrée principale construite donc au siècle précédent, hein, vers les 1860 et des coins, à la création. Donc ici, l'entrée de l'usine. L'entrée de l'usine moderne, que l'on pourrait dire, hein. Avec le portail, donc on voit déjà qu'il n'y a plus d'activité. C'est l'entrée de la cour. L'entrée de la cour. Hein, ouais. Vous voyez l'état déjà, depuis la fermeture, les herbes n'ont pas de repos. Toujours une vue des... L'entrée de la cour aussi. D'intérieur, de vue de la cour. Une vue plus rapprochée de cette même cour, quoi. Et c'était quoi le petit perron, là, cet atelier? Au début, c'était le local du CE, puis c'est devenu le magasin d'exposition. Oui, c'était le magasin d'exposition. Voici notre vue d'intérieur de cour. Là, tu montes. Avec de la végétation. En quelques années. Il n'y aura plus rien. Voilà. Là, c'est la cour principale. Alors, toutes ces vues datent de 2012, hein. Vous verrez dans la suite du reportage, les photos que j'ai prises en 2017, il y a déjà beaucoup de bâtiments tombés et il y a moins de végétation, forcément. Alors, l'intérieur d'un bâtiment de stockage. Ouais. Ça, c'était pas les forges. La forge en haut, là. Voilà, ça, c'était la forge en haut. À droite. Ouais. Les garages. Et les garages sur le côté gauche. Les anciennes toilettes. Ouais. Au début, là. Les photos prochaines, vous les verrez, elles seront totalement détruites. Toujours une vue de cour intérieure. Ouais. Quand on pense que tout ça, c'était grouillant de monde, avec des véhicules. Alors, une vue intérieure, et on voit très bien sur cette photo, bien, la fresque.
Cette pièce était à l'origine la salle des machines, au début du siècle dernier, et est devenue par la suite menuiserie. Voilà. On va voir par la suite, voilà, toujours un aperçu de cet intérieur. Monsieur l'appariteur, c'est vraiment votre heure, oui, puisque vous venez de me le dire. Alors, cette foire du 23, comment ça se passe? Combien d'exposants? Les questions habituelles. Oui, donc bonjour BFM, bonjour chers cartésiens, chères cartésiennes. Donc cette année 2023, c'est une année qui redémarre tout doucement après le Covid. Donc c'est une année encore très dure. J'ai eu énormément de mal pour avoir de nouveaux exposants, étant donné que la conjoncture actuelle, elle n'est pas si facile que ça. Donc là, on a trouvé quand même de nouveaux commerçants qui sont volontaires pour venir au Cateau. Et donc cette année, c'est bien varié au niveau exposant. Et j'espère que l'année prochaine, on essaiera de encore faire mieux. Voilà. Combien d'exposants justement? Bon, là, je suis arrivé à 145 exposants. Bon, c'est déjà pas mal, c'est une grande foire. Ah oui, c'est une belle foire avec le commerce local qui participe de plus en plus. Donc c'est bien, je suis content, c'est une réussite et le beau temps est au rendez-vous. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que l'année dernière, nous n'étions même pas allés jusqu'ici tellement il avait plu. L'an dernier, il y avait énormément de trous et donc cette année, on a eu de la chance. Parce que hier après-midi, j'y croyais pas, que c'était une belle journée aujourd'hui. Pas trop chaud et donc ça va faire sortir les cartésiens et les cartésiennes. Bon, une chose est sûre, c'est que le travail paye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.